toutes les premières manips qui étaient programmées depuis bien avant. Et puis ensuite, on a reprogrammé sur cette période-là, la période d'après, et on les a redéchargées depuis. Donc on connaît les informations qu'on a récupérées et reprogrammées. Et ensuite, on a fait une reprogrammation et on a démarré une programmation dont on aura le résultat cette nuit. Et dont le résultat, on l'aura vers minuit par là. Et en espérant que la batterie sera suffisamment, la pile sera suffisamment chargée pour aller jusqu'au bout. On espère avoir un tout petit plus là, avec une batterie secondaire qui n'est pas complètement déchargée et qui nous permettra de tenir jusqu'au bout pour aller jusqu'où? Jusqu'à une phase où on va se mettre en hibernation, on va se mettre en stand-by en attendant meilleure fortune, c'est-à-dire en attendant qu'en fait le soleil se mette autour avec une période d'ensoleillement plus longue. Vous avez vu à peu près la période que l'on a, 4 heures, 1 heure et demie. Mais cette zone de la comète aura des ensoleillements bien plus grands, plus on va avancer. Donc à ce moment-là, on aura un pourcentage qui est un peu moins de la moitié de la période, et suivant les angles, avec les ombres portées, on espère peut-être, je ne peux pas vous dire quand, malheureusement, je ne peux pas vous dire quand, parce qu'il faut faire toutes les études encore géométriques, des ombres, des hauteurs, etc., pour être sûr de la durée d'ensoleillement. Alors, d'ici tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, ce que je dis pour simplifier, 80% de la science a été faite et les données ont été traitées, les données ont été fournies à la communauté scientifique, qui pour l'instant prend plus de temps à essayer de programmer intelligemment le reste à faire que d'analyser les données engrangées. Donc on a fait de la moisson et l'analyse de ces données-là est en cours, un peu en parallèle, mais ceci dit, la priorité elle est quand même bien et elle a été jusqu'à maintenant d'essayer de programmer au mieux les instruments pour avoir le maximum d'informations. Et donc on a fait pratiquement notre plan, le plan qu'on avait prévu à 80%. Alors ce qu'on espère, bien sûr, c'est que la foreuse qui a démarré, qui a touché le sol, qui a commencé à rentrer dans le sol, et qui, parce que vous savez qu'on est à peu près à 70 cm du sol, alors il a fallu descendre un peu plus bas, et on a commencé à toucher, et là c'était du fait de l'enchaînement des opérations qu'on avait, on a eu la fin de la télémesure, donc on n'a pas la suite du forage, et on aura le résultat dans la visibilité suivante qu'on fait avec Rosetta, donc d'ici quelques heures. Et on espère bien que la batterie nous amènera pour pouvoir vider la mémoire et avoir les données. Alors, les résultats scientifiques que nous avons, qui sont en fait fournis à la communauté, sont manifestement très intéressants, puisqu'ils ont à la fois récupéré in situ un certain nombre de données, mais aussi ils sont en train de se rendre compte que la période pendant laquelle nous étions au-dessus de la comète, dans laquelle nous pensions faire un atterrisseur, nous avons fait un planeur. Alors pendant un certain temps, on a plané au-dessus, et là on a ramassé beaucoup de choses. Et là, les instruments qui étaient en route, qu'on avait programmés, en fait, ils ont récupéré de la poussière cométaire, ils ont récupéré des tas de choses. Et donc c'est ça qui est aussi en cours d'analyse, et bien entendu, tout ça va être regardé par les mesures in situ et les mesures qu'on a pu faire pendant le vol, sachant que le radar dont je vous avais déjà parlé, le radar Cancer, qui fait les mesures de la tomographie du noyau, a marché plusieurs fois, on l'a fait fonctionner plusieurs fois pour plusieurs raisons. D'une part, pour connaître bien le noyau de la comète, et ça va être quelque chose d'assez... Je vais laisser la science raconter, et aussi pour faire de la triangularisation, pour savoir exactement sur quelle phase on s'est posé, et savoir dire à quel endroit, au mieux, en corrélant ça avec les divers angles solaires, etc., pour se dire au mieux où on est, pour pouvoir donner, dès qu'on peut, quand est-ce qu'on aura un ensoleillement suffisant pour que la charge de la batterie nous fasse sortir d'hibernation. Bon. Et donc, jusqu'à maintenant, je dirais que 80% est fait, à la communauté scientifique de travailler, et nous on espère pouvoir leur donner les résultats du forage dès cette nuit. Et ensuite à eux de travailler, ils auront le temps puisque Philae sera en train de dormir et en attendant son réveil. Donc je ne sais pas quand ce sera. Et ce qu'on peut dire encore juste sur cette affaire, c'est que les équipes ont travaillé internationalement de façon assez fabuleuse. C'est-à-dire qu'on a eu à la fois des équipes scientifiques qui ont essayé de définir les priorités, des équipes techniques qui ont préparé des commandes, des équipes d'exploitation, des équipes aussi, tous ceux qui font la géométrie là, pour savoir comment tout ça, ça marche. Le soleil, la rotation de la planète, elle avance autour du soleil. Il y a aussi les équipes, j'oublie absolument pas, les équipes de Rosetta, puisque Rosetta est en charge de se mettre toujours un peu au-dessus, d'essayer de voir. Alors pour l'instant, on n'a pas encore vu où était Philae depuis Rosetta, parce que la taille de Philae est trop petite par rapport à la distance entre Rosetta et la comète, donc on n'arrive pas à le voir à ce stade. Si ce n'est qu'on a vu les positions d'atterrissage. Ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'au moment où
on avait, au moment de l'atterrissage, on avait des images qui permettaient de voir qu'on était pile là où on voulait. Voilà, donc aujourd'hui, l'aventure n'est pas totalement terminée, on a encore quelques heures devant nous sur pile, et on attend de trouver la prise de courant qui va bien, et c'est le soleil. À cette distance-là, il n'y a pas d'autre solution, c'est d'attendre d'avoir du soleil sur nos panneaux solaires. Je laisse à Philippe les questions pratiques, et surtout, tu vas nous décrire quels sont les instruments qui ont effectivement marché, dont quelques instruments qui avaient des mécanismes. Parce qu'on a hésité un moment, mais en fait, on a mis quand même le marteau là. Donc finalement, il a quand même tapé sur la comète, et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et a priori, on n'a pas bougé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est bien coincé dans notre falaise, là, et on attend que le soleil passe de l'autre côté. Voilà, Philippe, si tu veux rajouter des points sur les instruments, à toi. Je crois, Marc, que tu as dit 99% des choses. En tout cas, 10 instruments scientifiques à bord, 18 expériences scientifiques différentes. Ce soir, on aura fait fonctionner tout le monde, donc tel que prévu initialement dans notre première séquence scientifique, et peut-être pas avec les résultats tous attendus, comme tu le disais, 80%, on espère à peu près 80% de très bons résultats, dû au fait qu'on a un pied un petit peu en l'air et que donc ça ne satisfait pas au fonctionnement de certains instruments. Mais pour le reste, on va avoir de très bons résultats scientifiques. Nous-mêmes, on n'est pas capable pour le moment de vous dire le contenu exact, il faut que les scientifiques travaillent, mais nous voyons les courbes, nous avons vu les images, donc nous sommes très confiants sur le contenu, le bon contenu des résultats. On voit les spectres, donc, ça reste très précis, c'est trop technique. Quel type de résultats vous avez réussi à collecter? Bien, par exemple, avec le marteau-piqueur qu'on a déployé cette nuit, on va pouvoir connaître la dureté du sol. Ce marteau-piqueur a vibré, s'est enfoncé dans le sol, et suivant la profondeur atteinte, on va déterminer exactement la dureté du sol, la densité, en fonction de la température. On a aussi déployé l'instrument APXS. Pour le moment, c'est le seul instrument qui est un petit peu inquiétant parce que après le fonctionnement, ce déploiement, il semble que la fenêtre, les volets ne se sont pas ouverts et que le contenu scientifique est celui du volet lui-même. Oui, on trouve du titane. Voilà, on trouve du titane et du cuivre. Donc c'est sûrement pas le contenu de la surface. Ça, voilà. Et on a vu, comme Marc l'a mentionné, le démarrage du fonctionnement de la foreuse qui fonctionnait parfaitement bien. On voyait descendre le forêt en tournant, qui allait prendre, on espère, un échantillon du sol. Et on attend la fenêtre de communication aux environs de 1 heure ce soir pour récupérer les données. Est-ce que vous êtes déçu que les choses ne se passent exactement comme vous l'attendiez? Alors laisse-moi, parce que lui, il est tellement au ras du guidon qu'il ne le voit pas. C'est absolument extraordinaire. Parce que la partie de survol n'était pas prévue. Et la partie de survol donne de l'information. La partie de survol a donné de l'information sur plusieurs endroits. On en serait resté au même endroit, on aurait analysé là où on était. Et en plus, on va avoir vis-à-vis des survols et vis-à-vis de la façon dont on s'est retrouvé au-dessus de la comète, qui continue à tourner sous nous. Il faut imaginer qu'on n'est pas du tout comme sur Terre. Dès que vous êtes en l'air, qu'est-ce qui se passe? La comète, elle tourne. On est resté 1 heure, puis 2 heures en l'air. Quand vous restez 1 heure en l'air, la comète, elle fait 30 degrés de rotation autour de son axe. Vous imaginez 30 degrés. Et en fait, vous êtes en l'air comme ça, puis c'est le sol qui s'en va. Alors vous bougez un peu avec votre vitesse. Alors la vitesse relative fait que vous êtes déplacé. Donc vous avez les vitesses relatives entre votre mouvement propre et la comète qui tourne sur son axe. Et ça vous fait vous déplacer. Et quand on vous a touché, on a fait lever des tas de trucs. On a mis de l'impulsion en arrivant au sol. On a donné de l'énergie à la poussière qui s'est levée. On l'a ramassé en passant. Et donc tout ça, c'était pas du tout prévu. Ça. Bon, alors. Et ensuite, lorsqu'on fait Concert qui fait le noyau, au lieu d'avoir un endroit comme ça, un seul endroit, il a été se faire comme si on avait inventé un rover qui a déjà fait 1,3 km. Je ne sais pas si vous imaginez 1,3 km, même Curiosity, il a mis un maquette de temps avant de faire 1,3 km. Donc en fait, on est sur un truc où on a été faire des analyses, où les scientifiques, c'est pour ça qu'ils sont tout excités, moi aussi d'ailleurs, mais
parce qu'ils ont des données sur des trucs qu'ils n'avaient même pas imaginé. Tout ça, on va le corréler. Et ça, je suis incapable de dire, c'était pas prévu. Donc ça ne fait pas partie des 80%. Qu'est-ce que ça donne en plus? Je n'en sais rien. Mais ça donne quelque chose en plus, ça c'est sûr. Et ça, ils le disent déjà. D'accord? Donc aujourd'hui, on a fait 80% du programme prévu. Mais on a fait quelque chose en plus. Et le plus, il fait quoi? Eh bien, il nous a fait découvrir des choses qu'on n'aurait même pas imaginé pouvoir découvrir, parce qu'on n'aurait jamais imaginé d'aller faire commencer à faire le survol d'une comète. Alors là, c'est devenu un peu compliqué. Bon, Rosmode, évidemment. Bon, alors on s'est cogné dans le premier rocher qui passait, bon, d'accord. Mais une fois qu'on est coincé là, maintenant on a essayé d'en tirer le maximum. Pas de chance quand même. Enfin, chance et pas de chance, toujours un peu pareil. Il y a quelque chose, malheur est bon, mais on se retrouve avec un pied un peu en l'air. Alors les instruments qui essayaient d'aller en dessous, là, ils se retrouvent avec des difficultés pour aller sous terre, enfin sous terre, dans les matériaux de la comète. C'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que ça a créé de la complexité, y compris en programmation. Et franchement, les équipes n'ont pas vraiment dormi depuis le début, quoi, hein, ça c'est clair. Il faut les revoir, faire les procédures, relancer les affaires. Mais aujourd'hui, on espère que ce soir, et là j'hésitais à venir vous le dire là, j'aurais aimé vous le faire avec la batterie. Voilà, je le considère, vu l'état de la batterie qu'on a vu, on aura au moins un début de visibilité, on saura vider ce qu'on a actuellement. Maintenant, est-ce qu'on ira jusqu'à la fin de la visibilité? Ça, c'est plus discutable. C'est plus, voilà, la frontière d'incertitude ne nous permet pas d'être affirmatif sur ça. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'on est en train de vivre à l'agonie de Philae? Le terme agonie ne me va pas du tout, vous le savez bien. La mise en sommeil, je dirais, elle va s'endormir gentiment, perte d'énergie. Quand votre téléphone portable n'a plus de batterie, il ne marche plus. Et bien Philae ne va plus marcher. Et puis on va attendre de voir si cette hibernation dure combien de temps. Ça a été prévu pour être en hibernation. Hein. Ne nous trompons pas, dès que la tension va être en dessous d'un certain seuil, clac, ça se met en stand-by, consomme le minimum. On était à moins 40 degrés avant, hein, quand on était avec Rosetta. On ne s'est pas réveillé souvent, il y a des matériaux qui n'ont pas du tout été mis on depuis 10 ans. Là. Donc ceux-là, ils vont se remettre tout stand-by, et puis on attend. Ah, c'est la bonne question à laquelle j'ai déjà dit que je ne pouvais pas répondre. Mais est-ce que... Qu'est-ce qu'on attend exactement? Alors, on attend de la géométrie. Oui, voilà, exactement. On attend d'avoir localisé extrêmement précisément Philae à la surface de la comète, et aussi d'avoir de bien connaître ce coin en fait de comète pour savoir quel va être l'éclairement. Non seulement l'éclairement actuel, c'est 1h30 de nuit pour 10 heures, 10 heures de nuit pour 1h30 d'éclairement. Et on espère bien que dans le futur, on aura une quantité d'énergie reçue du Soleil très supérieure. D'abord parce que la comète se rapproche du Soleil, et dans un deuxième temps parce que comme sur la Terre, il y a des saisons. Et donc il y aura une saison d'été. Après, on est plutôt dans la saison d'hiver, tomber sur un endroit en hiver. Simplement pour bien expliquer, qu'est-ce que ça va permettre une fois qu'on aura l'éclairement? Ah bien, il se réveille, Philae se réveille automatiquement. Dans un premier temps, se réchauffe, met l'intérieur à bonne température, et une fois qu'il a atteint cette température, il se met à recharger la batterie. Et quand la batterie est pleine, on va faire de la science. On va refaire fonctionner les instruments scientifiques. Elle va retomber à plat, avec un risque d'extinction, mais le cycle va recommencer. On avait prévu, si on avait atterri sur le site visé à Gilkia au centre, d'avoir à peu près 7 heures de jour pour 5 heures de nuit. Et avec ça, on avait un cycle de fonctionnement qui était de l'ordre de 4 jours. C'est-à-dire, on rechargeait nos batteries en 4 jours. Et elles retombaient à plat, très vite, en une dizaine d'heures. On attendait 4 jours et on les réutilisait. Et au fur et à mesure que la comète se rapprochait du Soleil, le cycle s'accélérait. Bon là, c'est plus le cas, il va falloir attendre plus longtemps. Est-ce que Philae ne risque pas de mourir de froid, puisque le positionnement des panneaux solaires fait que... Alors, comme vous a dit Philippe, Philae était prévu pour s'endormir, se réveiller, pour ce terme-là. Le terme qu'on va avoir, c'est que là, effectivement, les batteries, la surface de panneaux solaires, alors qu'on est à côté d'une falaise, il y en a certains, on est quasi sûr que ils ne vont pas donner de rendement suffisant. Donc il faudra certainement plus que 4 heures
Et donc la grande difficulté, c'est qu'il va falloir que la partie de la comète en question passe plutôt en été qu'en hiver. Alors l'été et l'hiver sur la comète c'est un peu compliqué, mais enfin c'est parce que l'axe de rotation, là aussi il est un peu incliné par rapport à la rotation autour du Soleil, donc ça crée un hiver, un été. Et donc dans cette affaire-là, il va falloir attendre qu'il y ait au minimum 4 heures sur les panneaux qu'on charge, et on aura ce cycle. Le cycle sera certainement plus court. C'est-à-dire on aura peut-être besoin de 6 jours pour charger, et on n'aura pas 10 heures pour décharger, mais on aura peut-être que 4 ou 5 heures pour décharger. Et on reprendra ça dans le cycle suivant. Et donc, et ça, par contre, pour savoir quand on va pouvoir avoir ces conditions, il faut qu'on sache tellement précisément les ombres dessus qu'aujourd'hui je ne peux pas vous le dire. Mais les équipes vont vraiment regarder ça de très près, et je pense que tout ce qui a été fait, à la fois il y a du travail scientifique au sens qu'est-ce qu'il y a comme matière et quelles sont la matière, ben ça on a des tas d'informations, des tas de données, des tas de spectres qui donnent plein d'infos sur les acides, les chaînes carbonées, ce qu'on veut, et donc tout ça, ça va vous être donné par la communauté scientifique, mais en plus on utilise ces informations-là et les informations de Rosetta qui continuent à travailler pour avoir une localisation extrêmement précise de la zone où on est, pour avoir une idée exacte de quand, en fonction de l'avancée autour du Soleil, la comète sera, l'endroit où est Philae, sera suffisamment éclairé pour faire la veille. Et plus on s'approche, plus il y a des chances de l'avoir, parce que plus on s'approche du Soleil, et plus il y aura des éclairements. Donc en gros, ce que vous expliquez, c'est que ça va s'endormir, ça va se réveiller au minimum une fois, 2 fois peut-être, 3 fois, un peu comme le film. Je pense que si ça se réveille une fois, le cycle sera mis en route et qu'on pourra le faire plusieurs fois. Il faudra par contre arriver à atteindre ce niveau minimum de fonctionnement. Et ça, il faut qu'on calcule, là on vous dira, je pense, dans peut-être d'ici 1 ou 2 semaines. Je pense qu'il y a les mesures de concert, il y a les mesures de l'instrument Osiris sur Rosetta, enfin, c'est-à-dire les caméras de Rosetta qui vont nous aider à localiser et à voir un peu mieux dans quelle position on a atterri. Parce qu'on comptait en fait sur nos propres caméras Shiva et Rollis pour ça, mais on est tellement serré là par des rochers qu'on n'a pas le paysage suffisant pour pouvoir se repérer. En tout cas, ce soir, la mission n'est pas finie. Ah non, du tout, du tout. Mais disons que c'était la période très dense et critique de la mission qui est achevée. La période où on avait tous les risques, là, elle est achevée. On est dans un endroit malheureusement qui n'est pas éclairé comme on l'imaginait. Donc on ne peut pas imaginer qu'on va avoir une mission très parfaite. Il est évident que le temps qu'on ait un éclairement, qu'on se réchauffe, qu'on se rallume, qu'on se remette en route, pour l'instant on ne sait pas. Donc quand est-ce que ça va arriver? On va vous le dire. La durée d'hibernation, on va vous la dire, mais c'est pas parce qu'on aura éteint à l'issue de la nuit, c'est sûr qu'on aura éteint, là, c'est certain, la pile elle va être bon, ça, eh bien on va se retrouver en situation de faire tous les calculs, la communauté va traiter tout ce qu'on a engrangé, et on verra, parce que ça nous aidera aussi à savoir quelles sont les manips qu'on va faire en premier. Vous avez bien vu que Shiva, c'est pas la peine d'aller faire d'autres panoramiques, on voit une falaise toute près, on voit le ciel de l'autre côté, on voit tout, et on ne sait plus localiser ça et le mettre sur le modèle numérique qu'on avait de la comète. Alors avant, si on avait été plus dégagé, on aurait pu tout de suite, avec triangularisation des points, des sommets, comme vous faites en montagne. Pour les Pyrénéens, le Mont Vallier est par là, le pic d'Estat est par là, et on sait où on est, quoi, hein. Donc là, c'est pareil, on aurait pu le faire, on ne l'a pas fait. Et donc, comme on ne l'a pas fait, il faut trouver d'autres moyens, et tous les moyens que l'on a, on sait qu'on peut y arriver. La seule chose, c'est qu'il y a des outils à mettre en place, il y a des modèles à refaire, et il y a à utiliser les informations qu'on a engrangées avec des gens qui aujourd'hui se sont occupés à programmer la suite plutôt qu'à regarder ce qu'on a. Donc il faut qu'on arrive maintenant à se poser sur ça, et dans quelques semaines on vous dira la probabilité que ça se réveille plus tard. Et on espère bien le faire assez vite, parce qu'on va s'approcher du Soleil, et il faut qu'on fasse tout ça avant août 2015 quand même. Et là, d'ici août 2015, j'espère bien qu'on aura bien plus d'informations. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bien, merci, et à bientôt, hein. Le démarrage, l'émotion.
bilan de la mission, pour l'instant.